Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Beşiktaş France. Cette chaîne a pour but de commenter l'actualité du club, que ce soit les matchs, les transferts, la tactique durant les matchs, mais également toute l'actualité qui gravite autour du club. Donc pour cela, je vais essayer de faire une vidéo ou plusieurs, je ne sais pas encore, je verrai selon la durée de cette vidéo, sur le club durant la saison précédente, comment elle s'est déroulée, ce qui s'est passé, ce que j'en retiens, les transferts qui ont eu lieu, mercato d'été, ainsi que la préparation, les différents matchs qui ont eu lieu, le tempo des entraînements, les tactiques qui ont été déployés, afin que dès samedi, c'est-à-dire maintenant dans même pas 48 heures, on puisse commencer à débriefer les matchs de Beşiktaş. Pour commencer la saison précédente, de mémoire, on a terminé 6e à 22 points des premiers Trabzonspor, et en plus à 5 points des 5e. C'était qui? Je ne sais même plus. Donc on a été carrément distancé, lâché, et cela s'explique par différentes raisons. Pour faire un premier point sur le nombre d'entraîneurs que l'on a eu en une saison, 3, ce qui est énorme. On a commencé avec Sergen Yalçın, catastrophique aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions, 0 points. Grave. Ça n'allait pas du tout, je m'en rappelle d'un match par exemple contre Giresun à domicile où on se fait taper 4-0. Gardien par terre, les croisés, Belkunok sur le dernier but, c'était du n'importe quoi. Et vraiment n'importe quoi cette saison. Tu vois, Nsakala qui joue en Ligue des Champions, il sort, il se fait huer, le lendemain, il est rouge, c'est-à-dire l'effectif, il s'entraîne avec la réserve. On n'a pas de réserve, donc il s'entraîne avec les indésirables. Mais pour faire le point sur cette saison-là, je pense qu'on n'a pas appris de nos erreurs de l'époque de Fikret Orman. C'est-à-dire que pour être champion, on se met dans des galères pas possibles. On passe des saisons où on construit une équipe, on bâtit une équipe, on part avec très peu de moyens, on veut faire de belles choses avec peu de moyens, et ça fonctionne. On avait été champion il y a 2 ans avec des Nsakala, des Wellington, avec... Je sais même plus s'il jouait toujours. Oui, il jouait, Lens, je crois qu'il jouait parce qu'il a... Non, il jouait pas. Il avait fait juste un match contre PAOK. Et après, pareil, il en a réserve. Bref. Mais ce que je voulais dire, c'est que on avait un effectif très 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 moyen, avec un gardien gamin, Ersin, un latéral gauche, deux latéraux, pardon, à la fois Rıdvan et Nsakala. Nsakala qui venait d'Alanya, catastrophique. Rıdvan qui est bon, mais qui se fait prendre sa place par Nsakala. C'est fou. Défense centrale, ça naviguait entre du Vida, Montero, Neji, Wellington. Très 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 moyen. Rosier, bonne recrue, très bonne recrue durant cette saison-là. Et on avait emprunté sans aucun achat, il me semble. On a réussi à l'avoir pas trop cher, 4,5 millions. Kesal qu'on avait emprunté également sans option d'achat, qu'on avait réussi à garder. Pareil, pas trop cher, je crois que c'était du 3 millions d'euros. Joseph qui était la bonne recrue, la meilleure recrue selon moi il y a 2 saisons. C'est-à-dire la saison où on a été champion. On pointe Aboubakar qui nous a lâché en cours de saison, même pas à la fin de la saison, en cours de saison. Larin qui était revenu de Belgique, qui avait correctement joué en Belgique, qui était venu en pointe, ça n'allait pas, même s'il avait quand même marqué lors de la défaite 3 de mémoire contre PAOK. Il avait été mis sur l'aile gauche par Sergen après un match amical contre Karagümrük de mémoire.
Umraniye, je sais plus. C'était juste après une défaite contre Konyaspor, je crois 4-1, où Gökhan avait marqué à la fin. C'était un match qui pouvait être perdu 4-0. Effectif très moyen. Gökhan qui finit en pointe à la fin de la saison. Laic perdu, qui revient après une cure, j'ai l'impression. Oğuzhan qui intervient comme ci, comme ça à la fin de la saison. Voilà. On a été champion de manière vraiment exceptionnelle. Je pense qu'on a surtout été champion parce que les autres équipes étaient catastrophiques également. Donc sur ces bases-là, on aurait pu construire quelque chose d'important parce qu'on avait Rödva 19 ans, Ersin 19 ans, Montero on avait réussi à le conserver. C'est-à-dire qu'on avait acheté 50%. Il dit 50% de ses parts, mais c'est pas tellement ça. En fait, on doit reverser 50% lors de la revente à l'Atlético Madrid, mais on l'avait eu pour 750 000 euros, je crois. C'était absolument rien. Euh, mais après, enfin, on avait conservé du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, Geza, Rosier. Mais après, le reste, c'était n'importe quoi au niveau des transferts. Et d'ailleurs, j'avais remarqué qu'à la fin de cette saison-là, comme à l'époque où Fikret Turman partait en couille, Erdal Torunoğulları avait quitté la direction du club. Pour moi, c'est le gars qui gère le mieux les transferts. C'est celui qui, à l'époque, avait ramené des gars comme Mario Gomez, à l'époque de Fikret Turman. C'est le genre de gars qui a conseillé de prendre Orkun Kökçü, qui lui avait fait mettre le maillot. On aurait eu pour même pas 1 million d'euros, je crois, à l'époque. Des gars comme Elaï Stavcha aux Pays-Bas qui a il allait les prendre, quoi. C'est juste la direction qui ne souhaitait pas mettre peine 2 millions d'euros sur ce type de joueur. Donc il s'est barré et c'était la catastrophe pour moi au niveau du transfert parce qu'on est rentré à nouveau la saison dernière dans une sorte de course au meilleur transfert où on a ramené des gars comme Batshuayi qui n'ont rien fait, comme Pjanic, catastrophe, et qui d'autre. Je réfléchis en même temps. Alex Teixeira, n'importe quoi, enfin, ce genre de transfert où effectivement on paye pas grand chose sur les indemnités de transfert, mais en termes de salaire, c'est n'importe quoi, d'une part. Donc, beaucoup d'argent qui sort des poches du club, mais en plus, quand on verse un gros salaire pour faire venir un joueur, derrière pour le vendre, c'est encore plus difficile parce que ce joueur-là, il va vouloir au moins la même chose dans un autre club si on souhaite le vendre. Il faut que ce soit donc des clubs qui ont de grosses capacités financières pour recruter ces joueurs. Autrement dit, on ne les vendra pas. Alex Teixeira, il est parti en deuxième division brésilienne parce que il a fait quelque chose qui est très honorable. Ils disent que c'est un Adam. Et ce que je veux dire par là, c'est que on s'est mis dans de gros risques. On a passé une saison catastrophique et on n'a pas investi dans des jeunes joueurs la saison dernière. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on aurait pu en profiter justement pour se dire que la Ligue des Champions ce sera pas possible. On n'a pas le niveau, de toute manière ça va pas être avec des larines. On va faire quelque chose en Ligue des Champions. Donc autant acheter quelques jeunes joueurs prometteurs et les mettre sur le devant de la vitrine. Rödvan qui n'a quasiment pas joué, c'était une Sakala qui joue en Ligue des Champions, on va comprendre pourquoi. Le seul jeune joueur qu'on avait pris la saison dernière, vraiment jeune, c'était Montero. Et il a marqué d'ailleurs contre Dortmund. Et cette saison, ils disent que, soi-disant, Séville s'intéresse à lui. Bref, ce que je veux dire par là, c'est que faut plus qu'on rentre dans cette dynamique de transfert où on va dépenser beaucoup d'argent pour les joueurs, notamment pour la masse salariale. Cette saison, depuis la saison dernière, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que Jayhun Kasanjo est venu. Et il a commencé à faire les transferts à partir
de ce mercato. Il a vraiment pris les choses en main. Et c'est même avant ce mercato, si on se souvient, c'était le mercato de l'hiver dernier, avec la signature de Jetson Fernandez. Où là, pareil, on a acheté le joueur avec un pourcentage de la revente de 50%. Je crois qu'on l'a acheté autour de 7 millions d'euros. Il a passé vraiment 6 mois, 6 très bons mois à Rizel, même si avec Boyd, ils n'ont pas réussi à maintenir ce club. D'ailleurs, Boyd était catastrophique là-bas également. Il est revenu, on le voit dans les matchs amicaux, dans la préparation, je pense qu'on va le voir dès samedi soir. Jetson, ça a l'air d'être du lourd. À côté, un jeune joueur, cette saison, relativement jeune, mais pas tellement, Jetson dans les cas. Des choix, si on partait sur du 3-5-2, peut-être qu'il jouera en pointe, on verra, mais aujourd'hui, si on revient sur du 4-3-3, ça va être un peu plus difficile pour lui parce qu'il va devoir jouer sur l'aile gauche. Et le droit est occupé par Guessal, la pointe par avec Horst. Compliqué pour lui. Donc on verra bien. Mais du coup, Jaycon Kazanje a également fait signer avec Horst. Pourquoi parce que ça fera buteur. Vraiment, c'est un très bon buteur. Je crois que c'est pas la saison dernière du coup. Mais sur les 4 dernières saisons, c'est peut-être le troisième meilleur buteur de Bundesliga derrière Lewandowski et Alain. Donc c'est du lourd. Ça en a un peu, c'est sur son terrain. J'aime bien, c'est une tour, donc ça peut être un pivot pour les ailiers, voire le milieu. Ça c'est intéressant. Et même balle au pied, dos au but, il est bon. Face au but, il est excellent. À mon avis, il va faire le job. Est-ce qu'on va réussir à le conserver, c'est encore un autre débat. Et là encore, j'aimerais rebondir sur une chose, c'est que même s'il est excellent, on le paye, je crois, en bonus ou avec bonus, mais peu importe, c'est une aide d'impôt de 2,7 millions d'euros. C'est beaucoup trop pour moi. Beaucoup, beaucoup trop, surtout quand on veut construire quelque chose pour du long terme. Quel autre transfert on a fait en Saïs, très bon recrue, à mon avis, que ce soit pour du 3-4-3 ou du 4-4-2, gaucher, il est bon dans les interceptions parce qu'il se passe très bien, prend l'expérience, bon de la tête sur les duels aériens, relance au pied exceptionnel, en championnat turc, je crois. Il va faire le job et en plus, si j'ai bien compris, il est aussi bien à l'aise à la droite. Enfin, si on joue en 3-4-3, que ce soit à gauche ou dans l'axe, il est à l'aise, voire à droite. Et si on joue en 4-3-3, il sera également à l'aise à la droite de l'axe. Parce qu'il est gaucher, donc naturellement à la gauche de l'axe, il sera très à l'aise. Et en plus, il a eu une grande partie durant une grande partie de sa carrière jusqu'à sa période en Angers. Avant Angers, il était au Havre, je crois, et avant, il était peut-être, je dis peut-être des conneries, un club comme Clermont, je sais pas. En gros, des deux. Il jouait à l'époque milieu défensif. Donc, il a du ballon, il a une grande capacité dans les duels, à gagner les ballons. Donc, on peut s'en servir sur différents postes. Pourquoi je rebondis sur ce point-là? Parce qu'aujourd'hui, Joseph est blessé, Atiba est blessé, Merant, Ilkan part au Torino, on va aborder ce point-là plus tard. Milieu de terrain est construit, enfin, pour ce week-end, dans le milieu de terrain, on a Jetson, Sarli Uchan, on va dire des types, hein, vous voulez dire quoi, d'autres, il y a Berkay, et Kaira Yılmaz, je sais pas trop s'il est dispo, parce que si j'ai bien compris, il est appelé par la sélection U21 pour participer à un mini tournoi, alors que la saison commence. C'est top, bravo, un mini tournoi amical. Ça aussi, c'est du n'importe quoi. Donc, ce que je voulais dire par là, c'est que oui, le milieu de terrain axial est pour moi aujourd'hui encore un peu faible. Il manque du ballon parce que
On joue avec un 6 qui sera Joseph et deux 8. On va pas jouer avec un 8 et un 10. Je pense qu'on va jouer plutôt avec deux 8. Un peu comme le milieu. Non, c'est encore différent. Mais ce qui manque, je pense, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui apportera parmi les deux 8, qui est, en termes de statistiques, c'est-à-dire but, passe D, apportera un petit double-double, c'est-à-dire 10 buts, 10 passes D. Il me manque ce point-là. Ce sera peut-être pas 10 buts, 10 passes D, ce sera peut-être, je sais pas moi, 6 buts, 7, 8 passes D. Et pour ça, il faut quelqu'un qui a du talent, qui a un une grosse expérience de jeu. Quand je dis expérience, c'est, je sais pas moi, 120, 130, 150 matchs, et qui soit pas trop vieux. Donc dans ces cas de figure, qu'on peut s'offrir, qui soit très bon, qui ait du potentiel, qu'on puisse revendre derrière. Il parle de Nadim Amiri en ce moment, le joueur de Leverkusen, qui a eu une grosse période à un moment donné, au début de sa carrière, qui a même joué en équipe d'Allemagne, me semble, et qui, depuis 2 saisons, est sur la pente descendante à Leverkusen, et pas que, parce qu'il a été presté 6 mois au Genoa la saison dernière. Parce que Leverkusen, en fait, ils ont sorti un nouveau crack. Après Kai Havertz, c'est maintenant Florian Wirtz. Donc pour lui faire de la place, ils ont mis Amiri un peu sur le côté. Quand je dis sur le côté, c'est son banc. Et ce type de profil peut nous apporter beaucoup, un peu comme nous apportait Ousmane Oziakou lors de ses grands jours, où il était accompagné là de gars comme Atiba Hutchinson et surtout José Sousa dans l'axe. Il faut un gars comme ça qui fera passer le milieu de terrain dans une autre dimension. Je pense qu'un milieu de terrain, Joseph, Jetson, Nadim Amiri, sera très très bon pour le championnat. Pour la saison d'après, il faudra penser à remplacer Joseph dans tous les cas. Et là, je pense que Berkay peut monter en puissance cette saison. On verra bien s'il saura saisir cette chance. On recrutera quelqu'un à la place, peut-être qu'on en formera un. Quand je dis former, c'est-à-dire quelqu'un qui joue à un autre poste qui, d'un coup, sur ce poste-là, le 6, monte totalement en puissance. Là, je penserais plutôt à Montero, parce qu'il a du ballon, parce qu'il est agressif, parce que dans le jeu, je dis bien dans le jeu, il n'est pas trop bête. Dans les altercations, il est totalement con, il se prend des rouges. L'année dernière, les a. Mais on peut essayer d'en faire quelque chose. À droite, Rosier, euh, 4-3-3. Ça fera très bien l'affaire avec Gezal. En plus, ils dédoublent bien, ils jouent bien ensemble. Parfois, l'un pénètre dans l'axe, l'autre va plutôt vers la ligne de but adverse pour centrer. Parfois, ça dédouble. Donc, Rosier va plutôt dédoubler dans le dos de Gezal. Passe de Gezal en profondeur, centre de Rosier. Parfois, l'appel de Rosier va permettre à Gezal de retourner sur son pied gauche pour soit la mettre dans l'axe et changer d'aile, ou soit directement la mettre dans la surface, ou peut-être même tenter une frappe. Côté droit, si on joue en 4-3-3, on est bien. On est bien, juste tant qu'on n'a pas de blessure en fait. Pourquoi je dis ça? Parce que le remplaçant aujourd'hui de Rosier, c'est Kenan Perama. On avait l'année dernière Kerem Kalafat, mais Alain Ismaël porte une très grande attention sur la condition physique et la répétition des efforts des joueurs. Ce que je peux comprendre, si on veut passer dans une autre dimension en termes de jeu, en termes de résultats, en termes de parcours en Europe surtout, il va falloir mettre une très grande intensité durant les matchs et pas uniquement sur certaines périodes des matchs, mais vraiment sur
une très grande partie du match. Donc pour cela, Kerem a été prêté à réserve. Bon, il n'a pas été conservé en fait, un peu comme Ousmane, Touré, Mehmet Topal, mais ça on va revenir sur les transferts un peu après également. Euh, Kenan Karaman ne fera à mon avis pas l'affaire en 4-3. Donc je pense que, pourquoi je dis ça, je vais également y revenir après, je pense que quand Rossi sera absent, on va passer en 3-4-3. On ne pourra pas faire autrement avec l'effectif que l'on a. Kézal en termes de remplaçant aujourd'hui, il a uniquement une femme de lâche, en poste pour poste. Il parle aujourd'hui de Lévin Estonalo. Pourquoi pas Turc, Dalman. Ce sera un bon remplaçant, à mon avis, surtout pour le championnat turc. Il fera pas de vagues. Il est moyen, il sait qu'il est moyen, à mon avis. Je crois que son grand-père était Uli Roller, grand, grand footballeur allemand. Qu'il est là, il sait qu'il surpassera pas son grand-père. Je pense pas qu'il soit trop ambitieux. Donc pourquoi pas, il coûtera pas trop cher non plus. D'ailleurs, dans l'axe du Guetta, on parle aussi de Purapinsha aujourd'hui. On verra, je pense pas qu'on peut l'acheter aujourd'hui. Est-ce que ça servirait à quelque chose de le louer? Est-ce que si on le loue, ça a des options d'achat? Pareil, il faut analyser, donc on va laisser le temps. On va attendre d'avoir davantage d'infos là-dessus pour pouvoir commenter ça. Donc, je disais qu'Ezal n'a qu'un seul remplaçant poste pour poste, c'est Emirhan Elbash. Pour moi, c'est pas mauvais, parce qu'on a vu lors des préparations, il est assez bon, bien le temps. Intelligent dans son jeu, il prend les initiatives, il frappe, il apporte en termes de résultats devant le but. Il a fait l'assist contre Werder pour Sarnakun. Non, pour moi, ça peut être un bon remplacement, surtout pour le championnat turc, on va pas jouer autre chose. Cette saison, ça va lui permettre également de progresser, prendre du temps, Coupe de Turquie, championnat quand tu veux reposer Gezal, championnat quand un match est plié, que voilà quoi, Gezal est, on veut le préserver, bah, on fait rentrer Mirhan Delibache. Et autrement, je pense que ces postes-là aussi, comme Osanakun justement, peuvent apporter euh, dans la profondeur du banc, dans la profondeur, dans la rotation, peuvent apporter quelque chose. Des gars comme Cenk Tosun aussi à ce poste-là peuvent dépanner. Kenan Karaman, du coup, ça devrait le faire. Je pense pas qu'on ait besoin de transfert là-bas. On va revenir côté gauche. Euh, du coup, on a perdu Redouane, on a perdu Nsakala parce qu'il était chez nous jusqu'à il y a quelques semaines, quelques mois. On a Umut Merash et je comprends pas pourquoi il n'a pas beaucoup joué lors des matchs de préparation. Parce que effectivement, il n'a pas l'air trop à l'aise sur du 3-4-3 en piston gauche. Ok, pourquoi pas. Mais si t'as que lui, tu le fais jouer. C'est ce que je me dirais. Mais non, il a préféré du coup faire basculer Rosana à gauche. Contre la Sampdoria, il n'était pas mauvais, mais je dirais pas qu'il était bon. Il a tout donné le gamin et c'était pas non plus excellent, c'était pas flamboyant. Mais le ballon au pied, il était bon. Donc sur les phases offensives, il était assez bon. Pareil, il va apporter de la profondeur sur le deux postes. À mon avis, on s'en a qu'une voire trois. C'est-à-dire ailier des deux côtés et latéral gauche. Et là, on a pris Arthur Masuaku. Qu'est-ce que je peux dire sur lui? C'est il a été pro assez tardivement, vers 20 ans, à Valenciennes, une saison où il a fait, je crois, un but 5 à 6. C'est bien, il a tapé dans l'œil d'un club assez bon, assez tremplin, comme il l'a dit lui-même pour lui, c'est-à-dire l'Olympiakos. Il est parti pour pas trop cher, je crois que c'était 300 000 euros à l'époque. Olympiakos 2 saisons, il a
fait le job. De toute manière, c'est le genre de club un peu comme Beşiktaş, un peu comme les autres clubs turcs, comme Galata, Fener, pas Trabzon, mais peut-être Başakşehir, où bah, ils vont dominer tout le match, ils vont écraser toutes les équipes et ils vont avoir quelques derbies dans la saison où il faudra un peu plus défendre. Autrement, bah, il va attaquer toute la saison, il peut laisser les joueurs derrière son dos, ils sont pas très bons. Après, il y a ses centraux aussi pour couvrir, donc voilà. Là-bas, il s'éclatait. Donc de là-bas, il est parti à West Ham, je crois pour 7 millions d'euros. West Ham, il a dû faire une bonne saison. Lors, je dis pas de bêtises, parce que ça jouait à 3 derrière, je crois, donc en piston gauche, il jouait à ce moment-là, il a fait une bonne saison. Et après, bah, ils sont repassés à 4 derrière, c'était un peu plus difficile. Mais en plus, il enchaîne les blessures. Et je vous invite à avoir une vidéo sur lui qui avait été tournée par un Français, par un jeune gars qui a pas l'âge où il interrogeait. Et justement, il y a deux choses qui m'ont fait tilter. C'est que, un, il est parti manger dans un street food, je crois que c'était un burger et tout, genre interview. T'es pro, tu manges pas comme ça, alors c'est une manière exceptionnelle, mais ça doit être surveillé, et si tu sais que t'es filmé, tu évites de faire ça. Donc, pas très intelligent, je pense, de sa part. Et en plus, il explique qu'il avait été convoqué chez les espoirs français, ou les U19, je sais plus, mais il était blessé. Et il n'a pas dit au staff de l'équipe de France, il s'est ramené son stage, et ça a été capté. Enfin, le coach a capté, le staff médical a capté, et du coup, depuis, il s'est fait embrouiller, il n'a plus été appelé. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès son plus jeune âge, il subissait des blessures. Là, c'était une blessure au dos, je crois. Je dis pas de bêtises, c'était peut-être au dos, peut-être au genou. Dès son plus jeune âge, il commençait déjà à être blessé. Et son hygiène de vie devant la caméra montre que bah, il ne sera pas épargné par les blessures et en plus, il ne se rétablira pas très facilement. Donc, je suis pas sûr que ce soit une très bonne recrue. Je suis pas sûr non plus qu'ils s'entendent très bien. Voilà, Ismaël, du coup, voilà, il est très strict, très gros dans ses méthodes. Peut ne pas matcher. Donc moi je suis assez content du fait qu'il soit uniquement emprunté. J'aurais été plus content s'il n'avait pas été emprunté qu'on aurait pris quelqu'un d'autre. À ce poste-là, j'espère qu'en cours de saison, Elredjan Percy de l'académie pourra intégrer l'équipe première parce que de ce que j'ai cru comprendre, il était blessé lors de la préparation estivale où il revenait de blessure et du coup il n'était pas au niveau. J'espère qu'il intégrera l'effectif cours de très rapidement, j'espère, parce qu'il a vraiment moyen de gagner sa place cette saison, de ce qui se dit, de ce que j'ai pu entendre, avoir j'ai aucune source, mais dans d'autres vidéos, par des journalistes qui gravitent autour de Beşiktaş, c'est qu'il aurait davantage de facilité, davantage d'aptitude et de niveau de ballon Redvan Yılmaz à son âge. Donc c'est une bonne chose. Ailier gauche, du coup, on a perdu Larin, qui faisait le job, qui marquait, mais qui selon moi était bon dans uniquement un seul schéma de jeu, c'est-à-dire le schéma de jeu qu'avait mis en place Sergen Yalçın, où il était en 4-1-4-1 avec Sergen Yalçın, et il était un peu le deuxième attaquant, mais en étant vraiment sur la gauche. Et du coup, il apportait de la puissance, de la vitesse. Il n'avait pas d'accélération, mais il était rapide sur de longues distances. Vraiment, il épuisait, il faisait mal au corps physiquement
en latéraux droit du championnat turc. Et je me rappelle, des fois, il avait des ballons sans sauter. Quand il sautait, son coude, il arrivait au niveau de la tête des latéraux. Il y avait une énorme différence physique, et il s'en servait bien. Et de l'autre côté, comme il y avait les qualités de centre à la fois Guézal et de Rosier, il était bien servi par le côté droit, ce qui lui permettait également de marquer beaucoup de buts. Mais il était selon moi catastrophique ballon au pied. Non, c'était jamais vu ça pour un gars titulaire à Beşiktaş et les gauche. Il arrivait difficilement à contrer les ballons il les donnait mais à côté ou dans le mauvais tempo et il peut pas aller au-delà. Clairement, il est limité, il peut faire que ça. On s'est servi au maximum de lui, sauf sur un point, c'est-à-dire la vente. Il est parti gratuitement, ce qui est dommage. Mais ça aurait été bien de gagner de l'argent sur lui. Bon, tant pis, on n'en a pas fait. Je pense pas qu'on aurait pu trop en faire de l'argent sur lui. Il nous a permis d'être champion. Je dirais pas qu'il nous a fait champion, mais il nous a permis d'être champion une saison avec CFN. En Ligue des Champions, c'est lui qui avait marqué aussi contre le Spartan de mémoire. Voilà, il sait faire une ou deux choses, il les fait et c'est tout, il peut pas faire plus. Donc je suis pas dégoûté qu'il soit parti. Mais aujourd'hui, à sa place, si c'est Moleka qui joue, j'ai quand même pas mal de crainte. Il est bon ballon au pied, mais je suis pas sûr que tactiquement il soit bon. Il est bon devant le but, mais je suis pas sûr qu'il soit bon en dehors de la surface de réparation. On verra, je me trompe peut-être. J'espère me tromper. Euh, mais à mon avis, il sera plus remplaçant à terme. Pas de ce week-end, pas les premières semaines, mais à terme, je pense qu'il sera plus remplaçant de Weghorst. Et je vois mieux Cenk Tosun jouer ailier gauche. Il l'a déjà fait, par parcimonie avec Shenon Binesh, lorsqu'il était en binôme avec Aboubakar en pointe. Il a déjà fait également les 6 premiers mois de la saison sans Aboubakar, mais la saison Negredo, il a déjà fait, quand je dis il a déjà fait, c'est pas en continu, c'est pas sur la feuille de match qu'il était lié gauche, mais c'est en cours de match où justement il dézonnait pour prendre le ballon au poste d'ailier gauche. Et on a vu notamment, on l'a vu plusieurs fois, Porto match aller où Janel lui fait la passe, il est totalement excentré, il prend le ballon, il repiffe un ou deux pas dans l'axe, cross frappe, Casillas qui fait un but. Match retour contre Porto où aile gauche, on lui balance un ballon, il lève le pied au-dessus de la tête du défenseur, il la passe à Talisca qui la marque quasiment dans un but vite. Il l'a également fait justement en Ligue des Champions, où il refait la misère à, comment il s'appelle déjà, le hongrois défenseur de Leipzig, je l'ai plus en tête. Mais il fait la misère à côté gauche, il centre, pied gauche, je crois. Pour Babel qui marque, enfin, il sait le faire. Il savait le faire, donc il sait le faire tactiquement parlant. Est-ce qu'il a la vitesse aujourd'hui pour le faire? On verra. On verra. Il a fait en Ligue des Champions. Il y a quelques saisons, il a traversé pas mal de blessures depuis. Pour le championnat turc, ça a peut-être suffi à sa puissance, son aisance technique, sa qualité de conservation pour lui permettre de faire ça. Après, est-ce que ça va lui permettre de faire ça la saison d'après quand on sera en Europe? Parce que j'imagine pas une autre saison sans compétition européenne, surtout dans cette configuration des transferts, configuration, la planification d'équipe. Je sais pas, on verra. Il sera peut-être réaxé. Weghorst qui partira peut-être, qui sera pas conservé parce que peut-être trop cher, peut-être qu'il voudra pas, peut-être qu'il sera plus grand. Il passera dans l'axe, Cenk, surtout qu'il aura mis une saison entière pour retrouver la forme.
À gauche, on recrutera peut-être quelqu'un, peut-être que Mouleka aura pris ses marques sur ce poste-là. On verra. Quel poste il manque? On a parlé de l'axe en disant que Jetson Salihou-Chan, ça dépanne. C'est pas le top. Joseph, à mon avis, c'est sa dernière saison à ce niveau. Je pense même qu'il va un peu diminuer en termes de performance cette saison. Atiba, c'est vraiment sa dernière saison. Il lui a fait ça vraiment pour la Coupe du Monde, mais il faut vraiment qu'il. Peut-être qu'il aura envie de jouer. Il aura toujours le niveau de jouer en MLS. Peut-être qu'il n'ira là-bas, je sais pas. Une aventure du type Australie, Japon, possible. Ou alors, il faudrait qu'il intègre le staff technique. Hyper important. Kartal Kaira Yilmaz. Moi, je suis d'avis pour le conserver, mais si on achète un joueur à la place de Salih Chan et de lui, ça voudrait dire qu'il y aura le transfert, Salih Chan ou Kartal Yilmaz, et Salih Chan ou Kartal Yilmaz en troisième position. Donc, avec Atiba aussi qui peut dépanner à ce poste-là. Pour moi, ça fera trop. Donc, ça fera trop. Mais après, vous me direz qu'il y a Jetson tout ça de l'autre côté. Donc, faudrait, je pense, privilégier dans ce cas de figure Kartal Kaira Yilmaz en premier en passant pour les deux, plutôt que Salih, même si Salih est meilleur aujourd'hui. Ou alors, il faudrait louer Kartal Kaira Yilmaz, louer, enfin la prêter, une saison peut-être un meilleur, surtout qu'ils sont montés en première division. Et en parlant du Ranier, je me suis trompé tout à l'heure sur Kezal, il y a aussi potentiellement Hasic qui peut dépanner. Hasic, c'est un autre débat parce il a perdu plusieurs saisons. C'était considéré comme un wonderkid, mais on n'en a pas beaucoup vu de ce wonderkid. On en a vu un peu contre l'Essai où il a émis une frappe de 25 mètres. Lucas opposé barre rentrante, mais c'était un match qui s'était terminé par 6-0, je crois, quelque chose dans le genre. C'était du n'importe quoi ce match. On verra. Donc oui, j'en revenais à Kartal Kaira Yilmaz. Si c'est pour qu'il soit second remplaçant, ça voudra dire qu'il ne jouera pas beaucoup. Et s'il ne joue pas beaucoup, il ne progressera pas. Donc autant le prêter. Ça peut être un Rani Sport qui sont montés en première division. Ou, euh, ou pourquoi pas en Europe. Pourquoi je dis ça? Parce que je pense que dans un championnat où euh, le jeu rapide, le jeu en mouvement, et où il y aura quelqu'un d'autre à côté de lui qui fera le sale boulot, qui le protégera quand il le faudra. Quand je dis protéger, c'est dans les efforts défensifs pour faire quelque chose. Donc apparemment aujourd'hui il y a Glasgow Rangers qui le veut. Je pense que dans un championnat belge, il peut progresser et revenir meilleur. Ou se faire une cote et peut-être le vendre. Ça peut être intéressant. Euh, Défense centrale, j'avais parlé de Saïs. Il y a Montero. Je pense que pour le moment, en 4-3-3, ça devrait être à terme. Parce que là, Montero il est revenu de blessure. Saïs il n'est pas au top. Il a perdu beaucoup de temps dans la préparation en début de saison. Mais Montero, il avait fait de très bons matchs selon moi en préparation avant de se blesser. Il m'a même surpris à plusieurs égards, notamment sur ses montées parce qu'il jouait à gauche de la défense centrale. Il débordait bien, il centrait parfois, et surtout, il tirait des frappes de droit. Et ça a été les consignes qui ont été données par Valérien Ismaël. Je suis sûr que Montero ne savait même pas lui-même qu'il savait tirer. Et franchement, ses frappes n'étaient pas dégueulasses.
Peut-être qu'il a progressé cet été, peut-être qu'il va continuer à progresser. Et un gars comme Montero, s'il commence à monter dans la surface adverse, s'il commence à centrer, s'il commence à déborder, déjà qu'il est bon au pied, pour moi il est bon dans ses interventions, c'est juste quand il est dans sa propre surface. Tant qu'on progresse, c'est pareil que Montero. S'il commence à marquer des buts de 25, 30 mètres, il aura des confiance. Donc pour moi, ça sera Roland Saiz et Montero en défense centrale, si on joue en 4-3-3. Et si on joue en 3-4-3, Wellington est très bon en 3-4-3. Enfin, encore en deuxième défense à 3, que je dise pas de bêtises. Non, il est catastrophique en défense à 3. Il est bon en défense à 4, pardon. Quand il faut intervenir. En fait, quand il doit intervenir loin de sa surface, quand il faut récupérer des ballons proches de la surface de réparation adverse, il surgit bien. Et dans sa surface, il est catastrophique. Il est moyen bon au pied. La tête, il n'est pas très grand, mais ça va en termes de duel aérien. Donc, je pense pas que la défense centrale soit alarmante. Surtout qu'on a aussi pris, on a investi là cette fois sur Emre Can Usman en défenseur central gauche, mais il s'est joué qu'à gauche, il n'a pas de pied droit. Donc, je pense que malheureusement, je dis bien malheureusement, le retour de Serdar Saatçı en défenseur central 3 est assez nécessaire aujourd'hui. Parce qu'il n'y a personne pour suppléer. Ah si, il y a du. Pour suppléer Wellington, il y a Berkay, il y a Nejib, j'ai pas du tout envie d'entendre parler de Nejib. Du coup, ce serait bien que non, ils ne reviennent pas à Serdar Saatçı parce que je préfère voir Berkay qui peut en plus son vrai poste c'est milieu défensif. Donc ça permettra au coach de faire des changements tactiques en cours de jeu. C'est-à-dire que pourrait aussi bien en phase défensive être en 4-3-3 le coach, avec Berkay Vardar en milieu défensif, et en phase offensive où il faut sortir le ballon et créer du jeu, où là il se faufilerait entre les deux défenseurs centraux, c'est-à-dire Montero et Saiz. Et là, ça permettrait d'élargir le jeu aux latéraux montés, et voilà. Donc non, moi je serais plutôt partisan du fait que ce soit Berkay Vardar qui jouait. D'ailleurs, il avait joué contre l'Ajax. Il était rentré en cours de jeu quand, je sais plus, ça devait être Nsakala à l'époque qui s'était blessé, parce qu'Nsakala jouait défenseur central avec Serdar Saatçı à l'Ajax. Donc là, c'est encore pour souligner l'intelligence dans les transferts de la saison dernière, du début de saison dernière. Et je vais pointer là du doigt des gars comme Enrico Jada ou des managers qui ont fait ramener par avion des gars comme Pjanic et tout. Je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est. Je sais pas d'être connu, c'est peut-être pas Emile Korkmaz, mais je crois que c'est Korkmaz son famille. Et c'est lui qui a ramené Arthur Masuaku, là, je crois. Donc ça sent un peu la douille également. Euh, au but, au but, au but. Je l'apprécie énormément. La saison où on a été champion, pour moi, il a fortement apporté. Il était excellent. Vraiment excellent dans les face à face. Il se faisait jamais bouffer, il sortait très vite, il fermait très bien les angles. Sur les centres, les côtés, il était moyen. Il se foirait beaucoup dans ses sorties, il relâchait beaucoup les ballons. Et là où il était le plus nul selon moi, et pourtant j'ai entendu dans pas mal d'endroits où il était bon sans ça, c'était les frappes.
Les frappes aux abords de la surface de réparation, je le trouvais nul. Je sais pas, dans les frappes de très loin, il n'était pas mauvais. Dans les frappes à l'intérieur de la surface, il est bon. Mais quand c'est aux abords de la surface de réparation, je le trouve nul. On se prend beaucoup, il s'est pris beaucoup de buts comme ça. Pourtant, je sais pas, il n'y a pas de raison en fait. Comme exemple, il y avait un coup franc dans un Demirspor, je crois que c'était Bragas. Euh, Ça devait être il y a 2 saisons quand on avait été champion contre Kayseri, je crois. Euh, je sais pas, je le trouvais nul sur ce point-là. Et au pied, par contre, il était catastrophique. Alors que l'année dernière, au pied, il a progressé. Enfin, sa surface était beau. Il a tout le temps sorti les pénaltys. Ça, dès le début, il a commencé à sortir les pénaltys. Contre Paok, il avait sorti un pénalty. Quand on a été champion, il avait sorti le penalty de Mustafa Mohamed, je crois. Je crois que c'est quand on avait été champion la saison d'après. Penalty, il est bon. Mais la saison dernière, au pied, même s'il avait progressé, je le trouvais pas si bon que ça. Enfin, il se prenait des buts qu'il aurait pu ne pas se prendre. Et cette saison, à un an du terme de son contrat, alors qu'il voit des gars comme Rılvan Yılmaz, Emirhan, Ilkan, euh, de jeunes du centre de formation, et Rıdvan qui sont potes depuis X années, hein. Ça fait 10 ans, 12 ans qu'ils sont potes. Euh, Lui aussi aimerait partir. Donc, contrairement à ces 2 joueurs-là, lui, il n'a pas d'agent, à proprement parler. En tout cas, officiellement parlant, il n'a pas d'agent. Il ne verra pas sans apporter de la thune. Je crois pas. Mais je crois pas qu'il va prolonger son contrat non plus. Donc je pense qu'il va partir cette saison. J'espère qu'il partira. Pourquoi? On a vu lors de la préparation, était pas là, il était absent. Et surtout, si on vend pas cette saison, on ne vendra jamais. Enfin, on a jamais un bon, de bonnes indemnités de transfert. Du coup, si on vend en plus, ça permettrait aux jeunes derrière lui de, de se frayer un chemin. Et surtout à renouveler les postes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on se tourne beaucoup sur l'académie, c'est-à-dire le centre de formation. On essaie de sortir le maximum de joueurs chaque saison de ce centre de formation. Parce qu'il faut savoir qu'un centre de formation, ça veut dire quoi? C'est le football. Euh, Tous les 2 ans à peu près, mais c'est quasiment toutes les années, hein. Il y a un renouvellement de génération dans chaque catégorie. Et pour que ces jeunes-là, les meilleurs de ces équipes-là, intègrent l'équipe première, il faut que des postes se libèrent dans l'équipe première. Il faut que ce soit des postes, non pas de titulaires, parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils soient titulaires directement. C'est trop risqué pour un club comme le nôtre qui vise en place au championnat. Et Merhan Milkan, par exemple, il n'a pas tout de suite été titulaire. Ersin a été lancé parce que Karius était parti on s'en rappelle à la FIFA. Rodvan n'était pas titulaire directement, il y avait Janel. Après, il y a Nsakala qui est venu, ils se sont partagés le poste. Il était même remplaçant Nsakala à un moment donné. Et puis, il y a Montmerach, pardon, qui était venu aussi. Euh, Pas titulaire, Rodvan, non. Donc, il y a eu Kerstin qui était réellement titulaire, c'est parce qu'on n'avait pas de garde. On a pris Merkunok qui s'est fait les croisés. Il a aussi eu beaucoup de chance, Ersin, pour être titulaire. Donc, aujourd'hui, derrière, il y a 2 gamins qui sont très bons. Et avant de parler des 2 gamins, coup, euh, je sais pas quoi dire, il est moyen.
Je crois qu'il a 1 an du terme de son contrat. Euh, il serait peut-être intelligent. Je le veux pas en gardien titulaire à Beşiktaş, mais il sera peut-être intelligent de lui prolonger son contrat pour 3 fois rien et de le prêter. Pourquoi je dis ça? Parce que dans 2, 3, 4 ans peut-être, il reviendra en tant que doublure et ce sera peut-être une bonne doublure et qui connaîtra le club. Du coup, il est venu à l'époque où Talisca, Adriano, je crois que c'était Marcelo, Fabri, tous ces gars-là, ils sont venus, Gökhan Inler, Caner, Gökhan Gönül, euh, Oğuzhan Aydoğan, je crois que c'était lui, Atunç, quand il était revenu de Leipzig. Quand tous ces gars-là, il y a une photo où il y a tous ces types-là qui avaient signé avec le maillot. Et notamment le maillot rouge Bordeaux et tout à l'époque de Fikret Orman. Du coup, il est venu très jeune à Beşiktaş. Ça fait longtemps qu'il est venu. Donc là, c'est peut-être la dernière année de son contrat s'il avait signé pour 5 ans, par exemple. Donc un gars comme ça, qui a connu un titre de champion, qui a connu des expériences en Europe. Je me rappelle d'un match contre Rio Ave où on avait perdu au tir au but. Ben avait marqué ce match-là. Et lui, il avait sorti une parade et tout, au ras du sol. Je crois que c'était dans les points, carrément. Et il est pas mauvais. Il est pas bon. Au pied, il est nul. Mais peut-être il progressera. La saison dernière, il a été prêté à Karagümrük. Il a joué, je crois, 2 matchs de Coupe de Turquie. Donc 0 match, 0 minute en championnat. Je sais pas à quoi servait ce prêt. Honnêtement, je pense pas que le fait que son coach était Volkan Demirel, un ancien de Fenerbahçe, qui a changé quoi que ce soit. Je pense que c'est juste lui qui n'était pas au niveau et de toute manière, il jouait différemment avec la Viviano dans les buts qui était très bon. Donc, je sais pas quoi dire sur lui. Mert Günok, c'était un très bon gardien, très bon au pied, mais ça va faire 1 an qu'il n'aura pas joué parce que là il peut pas jouer, il n'est pas en mesure de jouer. Donc quand il va revenir, ça va faire 1 an. Il a déjà 34 ans, je crois. Si on peut, je sais pas, apparemment Fener, il va avoir un troisième gardien, mais ils ont signé Erkan Can et on peut peut-être prendre Thierry. Mais si on se rapproche d'eux en disant ouais, regardez, on a un gars, c'est Mert, c'est un ancien de chez vous, il peut vous dépanner pour une ou 2 saisons en tant que gardien remplaçant, voire un peu plus. En contrepartie, vous nous passez aussi un joueur turc dont vous en battez les couilles en mode je sais pas, ils ont des étrangers aussi. Enfin, je crois qu'ils ont 24 étrangers. C'est n'importe quoi. Non, honnêtement, je sais pas. Je sais pas, on va passer de 200 000 euros. Ça suffit. On va faire un contrat à un jeune. Peut-être s'arranger comme ça, je sais pas. Ou alors prenez-le cette saison gratuit. L'année prochaine, on vous prendra un turc que vous voudrez pas. Et voilà, ce sera peut-être. Enfin, il y a moyen de s'arranger de différentes manières. Donc oui, derrière Ersin, il y a 2 bons jeunes qui sont Emre Bilgin qu'on a vu l'année dernière sur 2 matchs de championnat où il s'était pris un vieux but sur son premier match. Je crois que c'était contre Göztepe, je suis plus sûr, mais c'était peut-être Göztepe. Le deuxième match, il a fait un clean sheet et avec le maximum d'arrêts pour le championnat pour un gardien dans un match de Beşiktaş, je crois, ou dans tout le championnat. Ouais, c'est pas. Je pense que ça veut juste dire qu'on avait très mal joué et que on avait eu beaucoup d'occasions contre nous. Mais durant les matchs amicaux, les matchs de préparation de cette saison, il a sorti une très bonne parade contre le Werder. Tout le monde dit que c'était une parade en mode Tafarel sur la ligne contre Arsenal en finale de Coupe de l'UEFA à l'époque. Les autres matchs, il n'a pas fait les conneries d'Ersin et non, il n'a pas l'air mauvais le gamin.
Il peut jouer, devant lui, il aura une défense, derrière lui, il aura des supporters et il aura le temps de prendre confiance en lui. Et surtout, derrière lui, il y a apparemment un monstre qui arrive. C'est Emin Yachar. Là, faut surveiller les contrats, faut surveiller la vie du gars, ses entraînements, sa vie en dehors du club. Et il faut le bloquer en termes de contrat. Parce qu'apparemment, il est surveillé par des gros clubs. Alors que le gars, il joue en U17. Donc voilà, je pense que Kelsen, il peut partir cette saison, dès maintenant. Donc, pour faire un résumé de tout ce que je viens de dire, je pense qu'on pourrait prendre un bon remplaçant. Ah oui, pardon, j'ai oublié. On a un Kudo en ailier gauche. Non, j'ai besoin d'un remplaçant sur l'aile gauche. C'est Kudo. En 4-3-3, je pense qu'il est excellent durant les 20 dernières minutes. Déjà, il est très rapide, énorme accélération, il a une bonne frappe, enfin une frappe tendue plutôt. Il a une bonne qualité de centre en force, pied droit, pied gauche. Euh, Très facilement ses adversaires. Le seul point négatif, je pense, sur son poste-là, c'est qu'il ne la met pas souvent dans la course de celui qui dédouble derrière lui. C'est-à-dire qu'il préfère y aller tout seul ou repiquer dans l'axe, mais toujours garder le ballon, et ça c'est dommage parce que si quelqu'un dédouble derrière lui, il fait genre il va à côté, genre il repique dans l'axe pour frapper, mais finalement il la met dans la course du latéral gauche, peut-être qu'il le fera plus souvent avec Masuaku justement, vu que ce sont des potes, peut-être qu'il lui prêtera le ballon. Ça pourra peut-être faire quelque chose durant les derniers quarts d'heure des matchs de Beşiktaş, notamment à domicile. Donc pour moi, le seul point vraiment, vraiment négatif, les deux seuls points, sont les postes 1 de la latéral gauche. Je crois pas tellement Masuaku. Et 2, numéro 8 qui apporte en termes de statistiques. Donc le premier, pour le latéral gauche, on a déjà fait le transfert, on n'a plus qu'à prier. Pour le second, bah, on, a, on peut faire de bonnes actions en fin de mercato, mais c'est pour reprendre Pjanic ou un gars dans le genre, j'en veux pas. Et le président a l'air de dire qu'ils peuvent faire des coups à la Pjanic à la fin du mercato. Donc ça me fait un peu peur. Parce qu'il vaut mieux quelqu'un qui a la dalle, qui va venir ici, qui va se donner à fond, plutôt que quelqu'un qui va trouver un point de chute pour avoir son salaire, pour être tranquille et ne pas avoir ses dirigeants qui lui cassent les couilles parce que le pays qui va pas jouer. Donc voilà, voilà. Euh, on a fait des bons transferts. En tout cas, on a fait des transferts au poste dont on avait besoin. Point négatif que je vois, moi, c'est qu'on a acheté qu'un seul joueur avec un très fort potentiel de revente. C'est Jetson, et en plus, lui, on va toucher que 50% de la revente. Mouleka, je crois pas trop. En tout cas, à gauche. Peut-être on pointe, mais on pointe en défense. On pointe en Radjank. Je sais pas s'il a réussi à se frayer un chemin. Qui est-ce qu'on peut vendre aujourd'hui? Peut-être Emrecan Uzunhan, mais pour moi, si on joue à 4 derrière, il sera remplaçant. Si on joue à 3 derrière, il y a moyen qu'il joue, c'est pas sûr, qu'il joue titulaire, je parle. Rosier, oui, on peut le vendre, mais on va pas le vendre à des milliers de cents. Si on vend max, je dis bien grand max, ça sera du 8 millions d'euros. Bon, regarde qu'on a acheté 4,5, donc ça sera une plus-value de quoi? 3,5. Est-ce que ça vaut le coup? Et peut-être même que le Sporting a un pourcentage en vente. Mhm. C'est à peu près tout, quoi. Enfin, c'est pour ça qu'il est important
de sortir des jeunes du centre de formation. Ou d'acheter de très bons jeunes avec du potentiel. Et moi, ce qui me ferait peur, et là où là où j'avais peur et que je suis rassuré, c'est que lorsqu'on coach, il voulait vraiment rester dans une stratégie 3-4-3, où il prendrait que des joueurs entre guillemets de système, et qu'on s'orientait vers des profils comme Philippe Kenny de Vandersport. Enfin, le gars, tu vas le vendre à qui? Tu vas le vendre à combien? Enfin, il a zéro potentiel. Il a déjà donné l'année dernière le maximum de lui. Il a joué à Châteauroux, il était catastrophique en D2, donc faut pas s'attendre à ce qu'il fasse quelque chose, on pourra pas le revendre, et en plus on va payer des gars comme ça, on va les payer en termes de salaire, on va les payer en termes de transfert, on va les payer en termes de revente, parce qu'il y a un pourcentage sur la revente. Donc non, j'en veux pas. Je préfère qu'on s'oriente sur des jeunes joueurs avec du potentiel, quitte à ce qu'on prenne un peu plus de risques sur les indemnités de transfert, mais qu'on prenne également le risque de gagner plus, tout simplement. Euh, Nadim Amiri, ça peut être intéressant, même si il a déjà cramé une partie de sa cote, parce qu'il a eu une baisse en termes de performance durant 2 saisons. On verra. J'espère que on s'orientera pas. J'espère pas que ce sera Valérien Ismaël qui fera le transfert. J'espère que ce sera plutôt Valérien Ismaël qui dirait nous serait bien que pour ce schéma tactique et ce schéma tactique, c'est-à-dire pour différents schémas tactiques, qu'on ait besoin de telle typologie de joueurs et que le département en charge du recrutement pour les scouts fasse du bon job et que Jayron Sanchez derrière il analyse bien la situation de chaque joueur, c'est-à-dire est-ce que le gars il est à 1 an, 3 ans, 4 ans du terme de son contrat, quel âge a le gars, est-ce qu'il a déjà eu une expérience en Europe, est-ce que son expérience en Europe s'est bien passée, d'où est-ce qu'on achète le joueur, où est-ce qu'on peut reprendre, etc., etc. Je pense que c'est là où ça va beaucoup jouer et c'est ce qui nous a manqué pour le moment cette saison. L'année dernière on a fait personne n'en parle. Pour moi, c'était un transfert assez intelligent. C'est Montero. On a acheté à 750 000 euros, il me semble, hein. Et on va reverser 50% de la revente du joueur. Donc si demain on le vend, je sais pas, 8 millions d'euros, ça fait 4 millions chacun, plus-value 3,25. Quel risque t'as pris? 750 000 euros. Ça c'est très bien. Et en plus tu te sers de lui, tu joues avec. T'as été champion avec lui, avec Sergen Yalchin. Tu l'as fait jouer avec des champions, il a marqué. Il peut jouer pour moi aujourd'hui à 2 postes. Il faut prendre ses risques. Faut pas se laisser embarquer par la volonté des supporters, pas se laisser embarquer dans une course au transfert où des équipes comme Galatasaray font je ne vais pas dire de gros transferts parce que je ne le pense pas, mais des transferts avec des sommes importantes où tu as Fener qui reconstruisent une équipe chaque année qui ont apparemment la thune ou on l'espère. Mais nous, faut pas qu'on se laisse embarquer dans ça parce que je préfère voir de jeunes joueurs, 1 saison, 2 saisons, max, et qui soient vendus et qu'on se dise, gars, il a percé grâce à nous, et que derrière, t'as encore des joueurs comme ça qui viennent et qui remplissent les finances du club, qui remplissent les comptes du club, qui nous permettent de renouveler ça quasiment chaque année. Je veux vraiment un système qui soit mis en place. Et d'ailleurs, en parlant de système, je suis content que depuis l'année dernière, et pour moi, c'est pas depuis l'arrivée de Valérien Ismaël, c'est depuis l'arrivée de Thunder Karavelli, après le départ de Sergen, où on est passé je vais faire dans les grandes lignes, hein, d'un 4-5-1. Sergen il joue en 4-1, 4-1, mais pour moi c'était aussi un 4-5-1. Avant lui, euh, Abdullah j'ai joué pareil, Shinol Gunesh jouait pareil, Bilge jouait pareil, Reza Çalınbay, moi j'ai des souvenirs avec des Hugo Almeida, ça jouait pareil. Peut-être pas avec Schuster parce qu'il est nos frères,
Et après Schuster, Carvalhal, je crois que ça jouait pareil. Donc ça se trouve depuis Carvalhal, ça a joué un 4-5-1. Et là on passe à un nouveau système, où on mélange du 3-4-3 ou du 4-3-3. Et pourquoi je dis que c'est depuis l'arrivée d'Andal Caravelli? Parce qu'il avait tenté plusieurs fois. Et après, il y a eu des blessures et du coup, il n'a pas pu. Et notamment, la première fois, je crois, en tout cas, c'était la première fois où c'était un fait notable. C'était contre Chariko Rizespor en déplacement. On avait fait 2-2 de mémoire. Et devant, c'était Michi, Michi, catastrophique d'ailleurs. Je l'ai oublié. Et voilà, c'est le genre de gars où vous payez plusieurs millions d'euros pour rien, qu'on garde pas au final. Juste pour une saison où on ne conserve pas et qu'on gagne pas d'argent et qu'on gagne pas de titre et qu'on gagne rien, même pas un bon souvenir, même pas une photo, tu vois, avec lui. Euh, donc, Önder Karavi, durant ce match-là, il avait joué en 3-4-3, on avait fait un match très bien. Ersin Boulet, durant ce match-là, d'ailleurs, s'en s'est sorti. Guven qui avait bien joué, sans ce poste-là, un match où il a bien joué la saison dernière. Bien joué dans le jeu parce qu'il avait marqué 2 buts contre Sivas, mais il n'avait pas si bien joué dans le jeu que ça. Emirhan, c'était le match où il avait confirmé. Et voilà, à partir de là, bah, je crois qu'on s'est orienté vers du 3-4-3. Et la première décision justement qui avait été prise par Jehun Kasanche à l'époque était de ramener un coach qui jouait en 3-4-3. D'où Valérien Ismaël. Et c'est intelligent de sa part parce que ça permet d'avoir des typologies de joueurs bien précis, pas si pas aussi nombreux que dans les autres schémas tactiques, que ce soit en 4-5-1 ou en 4-4-2, etc., etc. Là, on a vraiment des joueurs, notamment sur les côtés, où on a des pistons, et Krelvan, on a vu, bah, il est parti. Emirhan dans l'axe, où il peut jouer en box-to-box. Il est parti. Euh, Ersin, s'il arrive à progresser des pieds, s'il arrive à de nouveau rentrer dans ses matchs, il va partir. Et ça va être comme ça, en pointe, Weghorst, s'il marque beaucoup de buts et qu'il apporte. Et s'il fait beaucoup marquer aussi aux gars qui sont derrière lui, pareil, parce que ce sera un pivot. Pareil, il va retrouver un club, je suis pas sûr, je pense pas qu'on le gardera. Donc, oui, en termes de système, moi je suis content de voir autre chose parce que depuis que je suis gamin, je vois du 4-5-1. Et voilà, faut changer. Faut changer et le changement c'est bien. Et voilà. Que dire d'autre au niveau des jeunes? C'est bien que Valérien Ismaël aussi ait pris, je sais pas, je crois que c'était près d'une vingtaine, mais entre une quinzaine de joueurs du centre de formation dans les préparations, dans les stages de préparation. Qu'est-ce que ça apporte? Cela apporte, un, de la visibilité sur ces joueurs-là, de la part du grand public. Deux, pour eux de se rendre compte du niveau qu'il faut atteindre pour atteindre l'équipe première. Et trois, je pense que ça permet également de se dire et de nous rassurer que les générations qui viennent sont bonnes, que le projet qui a été mis en place est bon et que les choses s'appliquent de la part de la direction, de la part du staff technique. C'est-à-dire qu'ils prennent les jeunes, ils vont les faire monter. Berka, il est resté, Kartal, il avait été prêté la saison dernière, il reste. Je suis d'ailleurs un peu déçu parce que Kartal, il avait bien joué en sport birincilik, c'est-à-dire des divisions turques, Emraniye Sport, mais il y avait un autre gars qui est Abdullah Aydin, qui, comme moi en tout cas, franco-turc, double nationalité, euh, il était de Carquefou de mémoire et c'était justement Erdal Torun Onları, dont
je vous ai parlé tout à l'heure qu'il avait pris pour 3 fois rien, pour rien du tout, quoi. Il avait pris, je crois, il était peut-être même sans contrat, de la réserve d'une nationale. C'est vous dire, hein. Sans contrat, de la réserve d'une nationale. Il avait pris, première saison, il était prêt à Altaï de mémoire, il a beaucoup joué. Il avait genre 18 ans, 19 ans, et Altaï était monté en première division, hein. Donc, c'est un peu normal qu'il n'ait pas sa place. Deuxième saison, on le prête à Menemenspor l'année dernière et il a terminé meilleur passeur du championnat. Mais il n'est pas rentré une seconde de mémoire dans les matchs de préparation, il n'a pas été conservé, donc je pense qu'il sera prêté. J'espère qu'il sera prêté dans une équipe de première division, c'est-à-dire que comme du Istanbulspor, du Sport, ou alors des deux Turcs, et on verra pour les prochaines années. Il serait bien que soit on essaie de le conserver, soit on essaie de le faire évoluer sur un poste, ou qu'on essaie de le vendre. Il y a de l'orage. Euh, Sinon, dans les jeunes, j'ai pas forcément envie de les commenter tous dans leur globalité. Il y a des gars comme Siviko Soy qui font parler de lui. Des Perrin Deliba, j'en ai parlé tout à l'heure. Emine Yachar. Il y en a d'autres. Badra Cissé, moi je crois pas trop. On verra ce que donnera, faut lui laisser le temps. Bateau Quebec, j'en ai passé avec tout. C'est un défenseur central gaucher de mémoire. Ercan Kersi va être à gauche. T'as des Nedjati Blikic. Je crois que c'est. Ah, je sais plus le nom. Genj Timur ou Genj Timur, je sais plus. Un gars qui vient de signer son contrat apparemment est très bon. Donc il y a des gars qui viennent. Je pense qu'il y en aura d'autres qui seront recrutés dans les catégories jeunes. Mais tout ce travail-là, il faut également le faire avec les étrangers. Et j'espère justement que la loi sur la règle, sur la limitation du nombre de joueurs étrangers, ou plutôt l'inverse, en fait, c'est l'inverse, c'est l'obligation de faire jouer des joueurs turcs 2 ou 3 par match. C'est 3, mais ça va peut-être descendre à 2. Faut plus qu'il y ait cette obligation, t'en fais jouer autant que tu veux, et tu fais jouer des étrangers autant que tu veux, et c'est pourquoi je dis ça en fait, c'est que pour moi c'est le seul moyen d'avoir la possibilité de recruter de jeunes joueurs de talent sur une base beaucoup plus étendue, c'est-à-dire sur la terre entière. Donc dès lors, vu qu'il y en a beaucoup plus et que le nombre de clubs c'est le même, hein, il n'y a pas plus de clubs dans le monde en même temps, alors tu vas dépenser moins pour avoir des joueurs du même talent, voire de meilleurs talents. C'est tout simplement pour ça. Comment tu veux rivaliser sur le marché des transferts, sur les compétitions européennes, sans avoir les mêmes règles que les autres clubs? Tu prends pour modèle des clubs comme l'Ajax, comme Porto, c'est les 2 noms qui reviennent souvent. Qu'est-ce qu'ils font ces 2 clubs? C'est vrai qu'ils sont de très très bons centres de formation, donc on peut rajouter Benfica par exemple, qui ont de très très bons centres de formation, mais qui recrutent aussi de très très bons jeunes. Porto, on a vu des années avec des gars comme en pointe, ils avaient des Falcao, des Jackson Martinez, des James Rodriguez, qui ramenaient très jeunes, qui les faisaient jouer et tout. Benfica, on a vu des années, pareil, avec des Nico Gaetan et tout. L'Ajax, des David Neres et tout. Des Anthony, ils achètent, ils payent une certaine somme, ils les font jouer et ils les revendent beaucoup plus cher. Comment tu veux autrement, un, avoir des résultats sportifs en Europe, deux, réduire tes dettes, il n'y a pas d'autre moyen. Donc ça, faut qu'ils comprennent. Et il y a un autre truc aussi avec le championnat turc, et ça qui m'énerve beaucoup, ce sont les arbitres. Ils cassent la tête, t'as l'impression qu'ils veulent pas faire de sport, ils courent pas, ils sifflent tout le temps. Moi, quand j'étais gamin, on disait, ouais, les Turcs, ils y vont et tout dans le foot, c'est très physique, c'est très physique. Bah là, la moindre faute, ça tombe par terre. Et justement, en Ligue des Champions, on se fait bouger. C'est nous qui nous sommes bougés. Avant, on était censé être moins technique, moins tactique, mais beaucoup plus physique.
Mais aujourd'hui, on n'est même plus physique, donc on n'est plus rien. On est derrière partout. Et ça, c'est notamment à cause des arbitres. Ici, surtout, ne pas se mouiller. Il n'y a pas de contact. Tu effleures le pied, le gars il jette par terre, tu siffles penalty, mais c'est n'importe quoi. Je me rappelle d'un penalty l'année dernière contre Malatya où Nejib il touche. Ouais, c'est vrai, il touche le pied de Tété. Il le touche. Il met pas un coup, il ne le fait pas tomber. Il le touche, il jette derrière. Et ça siffle penalty. Il y a 2 saisons, je crois, quand Galatasaray a été champion avec Diagne, c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi, les décisions là-bas. Donc, au bout d'un moment, laissez jouer, qu'il y ait du contact, qu'il y ait du tempo, qu'on arrête de casser le jeu, qu'on sorte des cas. Si vous arrêtez le jeu, vous cassez le jeu, sortez des cartons. Comme ça, il y aura des cartons rouges. Comme ça, on verra des buts. Parce que le jeu, il va se déséquilibrer, on verra des buts et on verra des choses spectaculaires. C'est ça que j'ai envie de voir, c'est vraiment du jeu. Enfin, dernier point, parce que ça fait déjà 1h16 que j'ai démarré la vidéo. Dernier point, ça va être au sujet d'un point qui fait très polémique aujourd'hui. C'est la gestion des contrats des jeunes joueurs. On a un peu perdu Redvan à cause de ça. J'ai pas totalement perdu, pardon, parce qu'on a vendu, il voulait partir, ok, mais on pouvait le vendre beaucoup plus. On pouvait s'en servir encore quelques années avant de le vendre autant ou plus, voire beaucoup plus. On a perdu Emirhan également pour ça, et pour les mêmes raisons, on pouvait le vendre plus, etc., etc. Sauf que le contexte n'est pas le même entre les deux contrats. Et je mettrais en plus Ersin dans la même catégorie que Redvan. En fait, Ersin, Redvan et Serdar Saatchi, de mémoire, ils ont signé, c'est ce qu'il dit, hein, en gros, ils avaient signé un contrat pour renouveler leur contrat, tout simplement. Sauf qu'à l'époque, la direction de Beşiktaş avait attendu pour déposer ces contrats à la fédération turque. Et quand ils ont fait ces contrats, la personne, le signataire de chez Beşiktaş qui avait signé ces contrats avec ces jeunes n'était plus membre du club, de la direction du club. Et du coup, la fédération a demandé à les rééditer ces contrats, les refaire signer avec la personne qui était en charge pour le renouvellement des contrats chez Beşiktaş. La personne n'était pas toujours à ce moment-là, ces joueurs, signé Redvan, voire Serdar également, n'ont pas voulu le re-signer. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils pouvaient partir plus cher. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'ils méritaient beaucoup plus d'argent et parce qu'ils voulaient peut-être se barrer tout simplement. Jouer en Europe, tranquille. Donc moi je veux bien comprendre que les joueurs veuillent aller en Europe et c'est même plutôt rassurant, hein, c'est ce que je veux. Pourquoi? Parce que c'est des décisions qui vont se donner à un moment ou l'autre. Donc ils vont rapporter de l'argent au club. Mais, euh, mais je parlerai pas de respect, mais un déclassement de Beşiktaş aujourd'hui dans les priorités de ces joueurs. Autrefois, c'était non, tant que le club ne veut pas, tant que le club n'est pas satisfait, bah, je pars pas. Aujourd'hui, c'est moi je pars, que tu veuilles ou non, mais à ta place, je me laisserai partir pour que tu puisses avoir quelque chose. Et ça commence à me déranger. Mais c'est pas les joueurs qui me dérangent, c'est pas leur argent qui me dérange parce qu'ils ont raison d'avoir cette mentalité. Si on pense d'un point de vue égoïste, si on se met à leur place et qu'on pense qu'à nous, on se met à leur place, c'est normal. Ce qui me dérange, c'est que la direction de Beşiktaş n'a pas réussi à gérer ses contrats. Donc concernant Ersin et Redvan, c'est parce que les contrats n'avaient pas été déposés par la direction lorsque les contrats initiaux avaient été signés. Donc là, c'est plutôt un problème côté Ahmet Murçebi et la direction juridique ou son vice-président. Côté Emirhan,
j'aurais eu tendance à dire que c'est côté personne en charge des transferts et des renouvellements des contrats. Donc, premier nom qui vient, c'est Jadon Kazanche, mais je suis pas d'accord. Pourquoi? Parce que si on voit bien, si on va sur le Twitter de Beşiktaş et de Mehran Ilkan, si on va également sur Instagram, on voit bien que Jadon Kazanche, il a signé tous les contrats depuis Jetson, depuis l'arrivée de Jetson. Tous. Vraiment tous. Il est sur toutes les photos. Sauf sur celle où Emerson a prolongé. Et à mon avis, il n'a pas voulu prolonger à ces conditions. Il a peut-être essayé justement, il s'est peut-être dit, lui, bah non, on ne prolonge pas, il restera une année de contrat, soit on le fera jouer, ou on le vendra cet été au prix qu'on veut, ou on le vendra l'hiver prochain au prix qu'on veut. Ou ça nous laissera un an pour le faire changer d'avis. Ou on ne le fait pas jouer pendant un an, on le met face aux supporters, et peut-être qu'il prolongera. Et sur cette photo, c'est Ahmed Nourchevi et Emre Kocala qui sont sur la photo et qui signent le contrat tout fier tout au long. Donc c'est eux qui se sont fait banane de l'histoire. Et ça c'est un point important que je souhaite souligner. Parce que pour moi, Jason Kazanche, il apporte énormément de bien. Je trouve qu'il ne faut pas le gaspiller. Faut pas non plus se laisser avoir par la pression médiatique, sur les réseaux sociaux et tout. Je pense qu'il faut vraiment rester focus sur qui a fait quoi et essayer de comprendre les choses parce que la direction dit que à chaque fois, oui, c'est les joueurs qui n'ont pas voulu signer, oui, c'est ceux qui sont pas contents, ils iront se plaindre la chute de leur mère ou ils ont une équipe réserve. Et d'ailleurs, c'est ce qu'ils ont fait, hein. Tous les joueurs qui n'étaient pas contents, enfin, attendez, je peux vous le dire, tous ceux qui sont venus et surtout tous ceux qui sont partis depuis la saison dernière. Et c'est ça qui me gêne. C'est-à-dire que dans ceux qui sont partis, il y a eu notamment Laic, Oğuzhan, Gökhan Töre, Nsakala, Ahmed Topal, Lenz, Douglas et Douglas. Donc ça fait 6-7 joueurs qui n'ont même pas été, dont on n'a même pas essayé de vendre. Parce qu'on ne pouvait pas. C'est des joueurs, on a mis en équipe B qui jouaient plus, qui avaient des salaires astronomiques, donc on ne pouvait même pas les vendre sans les faire jouer. Donc au moins, essaye de les faire jouer, prête-les. Ils vont toucher leur salaire dans tous les cas. Prête-les en les payant. Donc le club qui va les recevoir ne va pas les payer. Tu mets une option d'achat, je sais pas, ou alors tu essayes de faire en sorte qu'il surperforme le gars. Comme ça, peut-être qu'un autre club le voudra. Mais non, on passe pas comme ça. Et c'est là, moi j'ai longtemps été pro Ahmed Mourchevy. Et là, de moins en moins, je commence à soutenir. Pourquoi? Parce qu'il a des côtés un peu Fikret-Orman. Vraiment, il a été champion une saison. Après, c'est un mode Fikret-Orman. Ceux qui sont pas contents, bah, c'est comme ça. Et voilà, nous, on n'a rien à se reprocher. Au niveau des contrats, ils disent qu'ils n'ont rien à se reprocher. C'est de la faute des choix de leur agent. Sauf que bah, t'as des gars, ok, je suis d'accord que des Ousran, des Kantere, encore Ousran, il aurait apporté, je pense, dans le schéma tactique. Mais bon, ça, c'est autre chose. C'est le coach. Il touchait beaucoup. Mais Kevin Hudson, il était jeune. On aurait pu essayer de le conserver. Même s'il a voulu partir, on aurait pu essayer de le convaincre ou le vendre au bon moment. Van Mas, bon, on aurait dû essayer de le conserver. Et Mirkan, pareil. Je sais pas, Vidar, on aurait pu s'en séparer plus tôt et faire monter un gars comme Serdar Saatchi. Peut-être que entre temps, lui, il aurait prolongé, il aurait donné le signal aux jeunes de prolonger. Là, qu'est-ce qu'il va donner ça? Ça va être pareil, on sait pas. On lui a proposé un contrat de truc, il va signer. Quand tu lui mets la pression, le gars il est venu, il s'est excusé pour jouer. Mais son manager il lui dit, à mon avis, c'est bon, comme sur tes positions, et c'est pas grave, tu joues pas un an, et après tu pars en Europe, et t'en as fini avec tout ça peut-être. Donc voilà ce qui me dérange un peu. Pour la fin du mercato, j'espère que
qu'on ne recrutera pas de chrono. Même si on a des possibilités de louer des joueurs du niveau Pjanic ou j'en veux pas, honnêtement, j'en veux pas. Je préfère qu'on achète de jeunes joueurs, qu'on les fasse monter avec des joueurs qu'on pourra revendre qui sont pas trop jeunes, du type Nadal, encore une fois. Je pense que c'est un bon nom. Week-end, Wellington blessé, Montero il était blessé, donc j'espère que ce sera Romain Saïs à gauche et Berkay Vardar à droite et pas Najib. Pas Najib, j'espère vraiment pas. Ou alors ça sera du Emre Can Ousmane à gauche et Romain Saïs à droite parce qu'il a aussi niveau, niveau pied droit pour jouer à ce poste-là. On verra. Je pense que quand même mieux ça serait Berkay Vardar à droite et Saïs à gauche. Pourquoi? Parce que à gauche, si on met Osama Kun, parce que Masuaku il a joué aucun match et la saison dernière il n'a pas du tout fait une saison pleine. Umut Merash, ça fait déjà quelques semaines qu'il joue pas, qui n'a pas été tellement testé lors des matchs de préparation, donc ce sera peut-être Osama Kun qui jouera à gauche. Dans ce cas de figure, le fait que Saïs joue à gauche sera peut-être rassurant pour lui, plus d'expérience, meilleur niveau. Ça aidera peut-être, en plus ça, il y a Berkay à sa droite, qui est lui droitier, alors que ça ici est gaucher, donc autant l'utiliser à gauche. Il y a plusieurs choses à faire. On verra et je sais pas ce que ça donne Carter Yilmaz, est-ce qu'il va jouer, parce que s'il joue pas, vu qu'il n'y a pas Joseph, vu qu'il n'y a pas Atiba, ça va peut-être être Berkay au milieu défensif et Jetson Sally dans l'axe. Et du coup, si Berkay joue au milieu défensif, on sera sur du Saïs en défense centrale droite, j'espère. Toujours, j'envisage pas une équipe. Emre Can, défenseur central gauche. Et dans ce cas de figure, ça reviendrait à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans les phases défensives, on joue en 4-3-3. Et dans les phases offensives, notamment au début de la phase offensive, il y a Berkay qui reculera d'un cran pour se mettre entre Saïs et Emirhan Foire. Il reculera d'un cran, mais à droite. Et Saïs, il restera dans l'axe parce qu'il est bon des pieds. Parce qu'il a l'expérience, parce qu'il a une meilleure vision du jeu, le ballon très bon. Donc on verra, il y a plusieurs choses à faire. Tant que je ne vois pas Najib, tout va bien. Et voilà. Sur ce, je vous souhaite, avant de vous souhaiter quoi que ce soit, j'espère que vous avez passé un bon visionnage. Cette vidéo a duré quasiment 1 heure et demie. Je suis preneur de tout commentaire, vraiment. Que ce soit des commentaires critiques argumentés juste, que ce soit la critique en mode hater, j'en rigolerai, donc tout va bien. Que ce soit des compliments pour faire progresser la chaîne, c'est top. Mais surtout des commentaires, pourquoi? Parce que moi, l'objectif de cette chaîne, c'est pas du tout de faire des vidéos. En fait, pour tout vous dire, je souhaitais qu'il y ait ce type de vidéo, sans pour autant que ce soit moi qui les fasse. Mais j'ai longtemps attendu, il n'y en a pas eu que. J'ai pas vu de vidéo en français sur Beşiktaş qui ont été faites. Donc je me suis lancé. C'est vraiment en mode, personne ne fait, bon bah tant pis, je vais faire. Mais ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est que ces vidéos soient des échanges. Que ce soit entre supporters de Beşiktaş ou à terme entre supporters de plusieurs équipes différentes pour parler du championnat turc en règle générale, du championnat et du parcours des équipes turques en Europe. Donc j'aimerais réellement qu'on puisse monter quelque chose, une sorte de communauté autour de ces clubs, de notre club, Beşiktaş. Et pour ça, je suis également disponible sur Twitter. Je vais vous
Non, en dessous de la vidéo, dans la page Twitter, c'est Béchit. Non, c'est pas ça. C'est France underscore Beşiktaş. Donc le logo, c'est la tête d'Atiba. Tout va bien. Donc pour cela, bah, n'hésitez pas à m'écrire dessus, échanger là-dessus. Moi, en fait, ce que j'aimerais le plus, vraiment, donc, c'est pas ces vidéos-là, c'est qu'on puisse faire des live audio. Ils appellent ça des, je sais plus comment ils appellent ça. Mais en gros, sur Twitter, des discussions où on échange tous là-dessus. Avant match, sur la compo, après match, sur la tactique, ce qu'on a aimé, ce qu'on n'a pas aimé, sur l'actualité du club. Et s'il y a ça et que tout va bien, bah, il n'y aura plus besoin de ces vidéos. Et pour tout vous dire, je pense que moi aussi ça m'arrangerait. Donc voilà, bah, à bientôt j'espère. J'ai essayé de faire cette vidéo avant le début du championnat euh, pour dresser la situation. J'espère de la manière la plus complète possible pour qu'on puisse derrière bah, commencer à débriefer les matchs. Donc merci beaucoup, à bientôt j'espère, et bonne nuit à tous.